Eh bien, écoutez, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ah, excusez-moi, c'est la première fois que je présente les Bobards d'Or. D'ailleurs, je succède à Henri. Est-ce qu'il est dans la salle, Henri? Ah, Henri, debout. Debout, Henri. Debout. Debout. Henri qui a présenté les Bobards d'Or, les 3 premiers Bobards d'Or. Et qui, je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs, tu m'as laissé ta place. Voilà, je crains le pire. Bien. Donc, nous voulions remercier déjà Henri d'être parmi nous et d'avoir aussi bien travaillé pendant 3 ans. Et puisque j'en suis au remerciement, je voudrais remercier aussi Jacques Bompard, le député du Vaucluse, qui est parmi nous. Donc, madame, mademoiselle, monsieur, oui, je disais que dès le début, je me suis trompé parce que la mention, le nom, le qualificatif de mademoiselle, de nos jours, je ne sais pas s'il est encore autorisé. Vous le savez qu'en février, eh bien, il a été recommandé par une circulaire ministérielle, du Premier ministre d'ailleurs, de ne plus employer cette mention dans les documents publics, etc. Alors, nous sommes une réunion publique. Est-ce que Jean-Yves Le Gallou, on continue quand même à... Ah non. Non, plus de mademoiselle. Non. Plus de mademoiselle. Bon, plus de mademoiselle. C'est tout, c'est comme ça. Ça simplifie les choses. Donc, madame, monsieur... Enfin, madame, monsieur... Je suis plus très sûr non plus. Bon, enfin, ça fait rien. On va quand même continuer là-dessus. Donc, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, et merci d'être au 4e Bobard d'Or, qui, comme vous le savez, est organisé par la Fondation Polémia, qui est une fondation qui anime notamment le site Polémia, que vous connaissez sur Internet, un site d'information à la fois attractif et sérieux. Et grâce donc à votre présence et aussi à la participation de nombreux internautes, nous allons ce soir donc sélectionner parmi 11 journalistes et 11 sujets audiovisuels ou de presse, nous allons sélectionner donc les 3 meilleurs qui vont recevoir un Bobard d'or, un Bobard d'argent et un Bobard de bronze, que vous voyez ici, avec, vous remarquez quand même une certaine hiérarchie particulièrement marquée. Bon, évidemment, celui qui aura le Bobard de bronze, il faudra qu'il fasse un effort pour le montrer à ses amis. Bien. Donc, 11 journalistes, 11 sujets ont été sélectionnés par le jury, que je vous présenterai tout à l'heure. Parmi ces 11, il y en a 5 qui ont été éliminés au travers des votes, à la fois des votes papier, vous avez la pile devant vous, qui donc ont été envoyés à Polémia, et aussi les votes Internet. Et donc il nous restera 5 journalistes et 5 sujets qui vous seront expliqués et pour lesquels donc nous demanderons votre vote par applaudimètre et aussi par le carton rouge que vous avez trouvé sur votre siège. Et en fonction de vos votes, donc, nous pourrons récompenser nos meilleurs journalistes, les meilleurs qui, grâce à leur savoir-faire, ont instauré un système de désinformation particulièrement efficace dans notre beau pays. Avant de continuer, et très rapidement, je voudrais remercier les partenaires donc, de cette cérémonie, de cette soirée, notamment François de Souche, Nouvelles de France, Altermédia, et puis Méridien Zéro et Novopresse. Et d'ailleurs, paraît-il que ces 2 organisations, ces 2 sites, pourront venir vous voir à la fin de cette cérémonie pour vous demander vos impressions, etc. Alors, paraît-il qu'ils ont un aspect un peu... un peu costaud, un peu, pas forcément qui vous mettent dans une grande confiance, mais ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques, je tiens à vous le dire. Méridien Zéro et Novopresse. Ils ont un badge, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Et puis, merci évidemment tout spécialement à Agence 2 Presse. Il y a le jeu de mots évident. Agence 2 Presse, qui assure la retransmission de cette cérémonie aussi par Internet.
et donc ce qui permet à notre soirée d'être vue aussi bien dans la France entière que par le monde entier. Et n'oublions pas nos dessinateurs, Miège et Éloi, qui vont ponctuer cette soirée, comme ils ont commencé d'ailleurs à le faire, de différents dessins. Miège, levez-vous. Et Éloi. Et puisque nous en sommes aux applaudissements et au culte de la personnalité, je vais vous présenter donc le jury. Je vais commencer par son président, Jean-Yves Le Gallou. Mathilde Parsin-Péry. René Schletter. Guillaume Lefroy. Et Benjamin Blanchard. Et je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de me présenter, Pierre Lours. Bien, et bien maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que nous allons donner la parole à Jean-Yves Le Gallou, mais avant qu'il nous explique en quelques points le système médiatique français, en 12 points, nous allons voir une petite vidéo très courte, extrait du film Le Cercle des poètes disparus, qui nous donne un certain aperçu de la confrérie des journalistes que nous aimons tant. Notez, messieurs. Promenez-vous, c'est tout. Et ça y est. J'en savais rien, mais on me l'a dit. J'en savais rien, mais on me l'a dit. Si bien que la poésie. Si bien que la poésie. Gauche, gauche, droite, gauche, 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 droite, gauche, gauche, halte. Merci, messieurs. Vous avez peut-être remarqué que chacun des trois est parti à sa propre allure, à son propre pas. Monsieur Hitz prenait son temps, pour lui, il n'y avait pas le feu. Monsieur Cameron, on le voyait penser. Vous, c'est comme ça, peut-être, peut-être pas. Si, c'était bien. Non, c'était pas bien, je sais pas. Monsieur Overstreet, lui, poussé par une force virile. On sait, ça suffit. Et soudain, ils ont tous marché au pas. Tout ça avait pour but d'illustrer le péril du conformisme et la difficulté de préserver vos convictions, quoi qu'en pensent les autres. Certains d'entre vous, je le lis dans leurs yeux, se disent « Moi, j'aurais marché différemment. » Mais alors, pourquoi ont-ils applaudi en mesure? Nous avons tous besoin d'être acceptés. Mais soyez persuadés que vos convictions sont uniques, les vôtres, même si on les trouve anormales ou impopulaires, même si le troupeau dit « C'est mal !» Robert Frost a dit « 2 routes s'offraient à moi, et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. Et j'ai compris toute différence. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle. Chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. Messieurs, le pavé est à vous. Je ne vous demande pas de faire un numéro. Soyez vous-même. Monsieur Dalton, vous ne participez pas? Je fais valoir mon droit à l'immobilité. Merci, monsieur Dalton. Clair, succinct, bien. Nager à contre-courant. Voilà, Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous rapidement, en introduction, et puis surtout, éclairez-nous sur le système médiatique français. Quand vous voyez des gens prendre un escalator ou l'ascenseur, prenez l'escalier. Pour ouvrir cette cérémonie des Bobards d'or, je vais vous présenter, je vous rassure rapidement, 12 thèses sur le système médiatique. Première thèse. Dans l'absolu, il n'y a pas d'information. Une information,
c'est un fait que les médias décident de porter à la connaissance de leur public en le présentant sous un certain angle. Le même type de fait peut être caché ou au contraire présenté en une. Le même acte peut être excusé ou criminalisé. La désinformation vient du biais répété dans la sélection des faits et la manière dont ils sont anglais. Je regardais ce matin le Figaro avec ce très joli titre « Le RERD attaqué par des jeunes de l'Essonne ». Deuxième thèse, tout fait avant d'arriver à la connaissance du public est filtré par les médias, c'est-à-dire par ceux qui les font, les éditocrates et les journalistes, ceux qui les possèdent, les patrons de presse, ceux qui les payent, les agences de publicité et de communication. Comme le disait Patrick Cohen, responsable de la matinale de France Inter, notre responsabilité, c'est de ne pas donner la parole aux esprits malades. Merci, docteur. Troisième thèse, les journalistes travaillent en troupeau. Le mimétisme est leur règle. Ils se copient-collent beaucoup. Et copie-colle beaucoup l'AFP, source unique, source cynique. Leur règle, c'est le moutonisme. Ils bêlent ensemble. Quatrième thèse. Les orientations politiques des journalistes sont très décalées par rapport à celles des Français. À l'élection présidentielle de 2012, près de 40% des journalistes et élèves journalistes ont marqué leur préférence pour l'extrême gauche et les écologistes. Enfin, Madame Joly. Près de 40% pour les socialistes. Le reliquat se partageant, méchants extrémistes, entre Sarkozy et Bayrou. Cinquième thèse. Les journalistes s'identifient au camp du bien. Leur critère d'interprétation est moins de distinguer le vrai du faux que le vrai du mal. La moraline coule à flot dans les salles de rédaction. Pour la délicieuse Caroline Fourest, je cite « Le journalisme est avant tout une pédagogie ». Merci, professeur. Ou professeuse, je ne sais pas. Sixième thèse. Les patrons de presse cherchent moins à gagner de l'argent qu'à acquérir de l'influence. Les grands médias sont la propriété des banques et des multinationales. Rothschild à Libération, Lazare au Monde, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole pour une partie de la presse quotidienne régionale. Pinault aux Échos, Dassault au Figaro, Bouygues à TF1 et le Qatar pour Lagardère Active, c'est-à-dire Paris Match, Télé 7 jours, Elle, Europe 1 et beaucoup d'autres. Les intérêts des médias sont étroitement liés à ceux de la finance et de la mondialisation. Les médias sont un relais de la superclasse mondiale. Septième thèse, les médias vivent de l'argent de la publicité. Celle-ci arrive via les agences de communication de 4 grands secteurs économiques. La banque et l'assurance, les grandes surfaces commerciales, la pharmacie, le luxe. Là aussi, tous ont partie liée à la finance et à la mondialisation. Huitième thèse, les préjugés et les intérêts des propriétaires, des publicitaires et des journalistes se confortent plus qu'ils ne s'opposent. Tous militent pour un monde plus liquide, sans frontières et bousculant les traditions et les nations, sans frontières physiques, sans frontières morales, sans frontières spirituelles.
Et tout ce petit monde, dont on pourrait imaginer qu'il s'oppose, s'entend. Nous ne sommes plus dirigés depuis bien longtemps par le sabre et le goupillon. Nous sommes dirigés aujourd'hui par la sainte alliance du capital financier et du gauchisme de salle de rédaction. 9e thèse. La présentation des événements par les médias de l'oligarchie s'inscrit à l'intérieur d'une seule grille idéologique, celle du politiquement correct. La pensée est enfermée dans un carré carcéral, reposant sur 4 postulats. Le mondialisme, l'antiracisme, la rupture des traditions et la criminalisation de notre mémoire, de la mémoire française et européenne. 10e thèse. Les techniques de désinformation sont multiples, presque infinies. Occultation de certains faits, répétition à l'infini d'autres faits, déformation, angélisation des bons, diabolisation des méchants, novlangue, selon la logique de 1984 de George Orwell, et bien sûr le bel et bon bobard. 11e thèse. C'est ainsi qu'une véritable tyrannie médiatique s'est mise en place et impose ses règles aux journalistes eux-mêmes qui traquent les dissidents comme Zemmour, Ménard ou Tadei, aujourd'hui victimes d'une chasse à l'homme. Aux administrations, aux éditeurs, chasse à l'homme aussi, il y a quelques mois, contre Renaud Camus, les écrivains Renaud Camus ou Richard Millet. Et puis aussi, il s'impose aux hommes politiques qui sont devenus des médiagogues, des hommes ou des femmes qui flattent les médias. Il y a peut-être parmi vous des électeurs parisiens. Ils auront le choix entre Madame Hidalgo du Parti socialiste et Madame Nathalie Kosciusko-Morizet de l'UMP qui pensent exactement la même chose. Madame Kosciusko-Morizet n'a pas une idée commune avec la majorité des électeurs de l'UMP. C'est pourtant elle qui sera leur candidate parce qu'elle plaît aux médias, précisément parce qu'elle n'a pas les idées de ses électeurs. Voilà comment fonctionne le système. Mais, et ce sera ma 12e thèse, il y a une bonne nouvelle. Tout cela est en train de finir. Le mur des médias tombera comme le mur de Berlin est tombé. Les médias de l'oligarchie sont de plus en plus totalitaires. Mais en même temps, ils perdent de leur puissance, car ils sont concurrencés par les médias alternatifs sur Internet. Sites, blogs, forums, réseaux sociaux, rediffusion en direct d'événements, permettent aujourd'hui de se faire une opinion indépendamment des médias de l'oligarchie. Brimée dans les médias classiques, la liberté revient par la fenêtre des médias numériques. Aujourd'hui, les médias de l'oligarchie ont perdu leur monopole et les journalistes ne sont plus intouchables. C'est précisément cela le sens de la cérémonie des Bobards d'Or. Je déclare ouverte la 4e cérémonie des Bobards d'Or. Alors, vous retrouverez les 12 thèses de Jean-Yves Le Gallou dans son livre La tyrannie médiatique à Via Romana. 380 pages, bien documentées, bien écrites, pas cher, 23 francs. Non, vous vouliez pas qu'on donne le prix, oui, je sais bien. Bon, enfin, voilà, bon, maintenant passons, si vous voulez bien, Jean-Yves Le Gallou, au premier résultat, c'est-à-dire, donc vous allez nous énoncer quels sont
le résultat Alors, des votes papier et électronique. Il y a eu 2 votes. Il y a eu les votes électroniques. 4474 votants. Il y a eu aussi les votes papier. Alors les votes papier, ils sont quand même, ce qui prouve qu'on ne peut pas uniquement compter sur le numérique, c'est que les votes papier, c'est le vote qui a accompagné nos soutiens. C'est-à-dire ceux qui nous ont soutenus et qui, en nous soutenant, permettent la tenue de cette manifestation. Voilà. Alors le vote était un peu différent, puisque pour le vote papier, on ne pouvait voter qu'une fois, alors qu'électroniquement, on votait pour 3 candidats. Voilà donc les résultats. 767 votes ont été comptabilisés. Alors maintenant, on va totaliser les votes papier, les votes des soutiens de Polymnia et les votes numériques. Alors vous voyez, arrive en tête le bobard total, l'affaire Mera, avec 2283 suffrages, suivi du bobard par immigrophilie de notre ami Bourdin, 2138 suffrages, puis le bobard calculette, 2085, le bobard d'état civil, 1430, le bobard professoral, 1026, le bobard par noyade de l'information, qui dépasse d'une voix le bobard par détournement d'image, qui se trouve donc par là même éliminé. Ben, il repassera à son tour l'année prochaine. Puis vous avez le bobard commercial, le bobard par atténuation, le bobard du mythomane et le bobard du corail qui n'a rassemblé que 83 voix. Voilà. Tout le monde ne peut pas être sélectionné. Voilà, donc le choix se fera entre les 6 premiers. Mais avant, nous allons néanmoins nous souvenir des éliminés. Oui. Et nous allons donner la parole à Mathilde par Saint-Péry. Donc, cher public, chers internautes, retrouvons maintenant dans le vif du sujet avec les bobards que vous n'avez pas retenus par Internet. C'est donc 5 mensonges médiatiques qui ont été éliminés alors que pourtant ils étaient de qualité. Souvent internationaux, ils ont eu moins d'écho que les sujets nationaux et plus classiques comme par hasard celui de l'immigration. Donc commençons par le bobard de Corail qui n'a retenu que 2% des votes et qui pourtant valait vraiment le détour. Alors souvenez-vous, c'était lorsque la Palestine a acquis son statut d'observateur non membre à l'ONU. Le Figaro de Serge Dassault en a parlé, et a parlé d'un vote acquis à une majorité confortable mais pas écrasante, alors que seuls 9 pays sur les 188 que compte l'ONU ont voté contre. Ce qui signifie tout de même que 94% des voix étaient pour ce statut de la Palestine. Avouez que cette présentation du vote relève clairement du parti pris. Mais il faut dire que dans les pays qui ont voté contre, on retrouve Israël et les États-Unis. Ceci explique peut-être cela. À moins que ce ne soit la voix décisive de la Micronésie, qui est un petit archipel, et qui a également voté contre ce statut, et qui a donc donné le nom à ce bobard de corail, qui a malheureusement peu retenu vos votes. Il y avait également en lice le bobard du mythomane, qui a recueilli 7% des votes. Alors c'est un bobard qui était assez révélateur de l'attitude des médias quant à l'impérialisme américain. Les faits se déroulent l'année dernière, c'est une rencontre entre les présidents Chavez et Ahmadinejad. Petite vidéo. Il n'avait pas bonne mine. Ahmadinejad et moi, depuis le perron du palais présidentiel, viseront Washington avec des canons et des missiles. Parce que nous allons attaquer Washington. Dicen los voceros del imperialismo و متاسفانه سخنگوهای یا ایادی امپریالیسم اشاره میکنن
Dicen los medios de comunicación del imperialismo وسایل ارتباط جمعی وابسته به امپریالیسم اصرار دارن y lo repiten como loros sus lacayos en estos países. و خیلی ها در عرصه داخلی متاسفانه ایادی امپریالیسم اصرار دارن و ادامه میدن صحبتاشون رو Que Irán está en Venezuela, که ایران به ونزوئلا اومده، حضور داره در ونزوئلا، que Ahmadinejad está en Caracas, که احمدی نژاد در کاراکاس پایتخت ونزوئلاست، porque en este mismo instante, a las 2:30 de la tarde, چرا که در همین ساعت که الان 2:30 بعد از ظهر هست، vamos Ahmadinejad y yo, آقای احمدی نژاد و بنده casi que desde los sótanos de Miraflores, میریم در واقع داخل کاخ میرافلورس، a afinar la puntería rumbo a Washington در زیرزمین این کاخ دنبال این هستیم که y هدفگیری بکنیم que van a salir de aquí unos cañones muy grandes و از اینجا با این هدفگیری یک سری در واقع خمپاره به طرف y unos misiles و یک سری موشک porque vamos a atacar Washington. دنبال این هستیم که حمله بکنیم با این موشک ها و خمپاره ها به واشنگتن. Casi que eso es lo que están diciendo. در واقع تقریبا چیزی است که اینها ادعا میکنن O que estamos debajo de esa colina donde están los periodistas allí y las periodistas. و در واقع در همون نقطه‌ای که خبرنگاران مستجمع هستن Supuestamente eso se va a abrir así. در واقع فرضاً این باز میشه این منطقه‌ای که دوستان هستن جمع هستن Y una gran bomba atómica و saldrá. از اونجا بنا هست که در واقع طبق ادعایی که دارن از همونجا یک بمبی رو ما در واقع هدایت بکنیم. Casi que eso están diciendo. تقریبا چیزی که ادعا دارن میکنن Para reírnos, و pero para estar alerta también. Donc vous l'aurez compris, ce qui n'était qu'une simple boutade de Chavez est devenu une sorte de déclaration de guerre. Donc l'AFP n'avait naturellement pas contextualisé les petits extraits choisis qu'elle a mis dans sa vidéo. Or, ne pas resituer une information dans son contexte quand on est journaliste, c'est mentir. Alors lorsqu'on est la principale source des journalistes de notre pays, quand ce n'est pas la source unique, c'est carrément de la mythomanie. Dommage donc que ce beau bar-là n'ait retenu que 7% des voix. Mais rassurez-vous, le bobard par contextualisation, ce n'est pas la seule ficelle de l'AFP. Nous allons maintenant voir le bobard par atténuation. Oui, parce que lorsqu'un journaliste doit relayer une information qui ne l'arrange pas vraiment, il l'atténue franchement. L'image que vous allez voir ensuite parle d'elle-même. Cette image, voici ce que l'AFP appelle des légères douleurs. 8 points de suture quand même. Mais c'était un militant du Front National qui tractait sur un marché. Bon, à titre de comparaison, lorsque l'AFP relate l'intrusion des Femen dans la manifestation contre le mariage entre personnes de même sexe, elle parle de femmes qui ont été, je cite, violemment agressées par des militants d'extrême droite. Vous l'aurez compris, selon vos idées politiques, les médias feront de votre sort 2 poids, 2 mesures. Donc il y a des raisons idéologiques qui transforment un journaliste en communicant, mais ce ne sont pas les seules raisons. Souvenez-vous de la une de l'Express, que vous allez voir ensuite, le vrai coup de l'immigration. Le lecteur est appâté, attiré par les révélations que pourront lui fournir l'hebdomadaire de M. Barbier sur ce sujet qui inquiète tant les Français. Et pourtant, cette une n'était qu'un artifice. À l'intérieur de l'Express, les journalistes recadrent le lecteur grâce à des articles politiquement corrects. Oui, car d'ailleurs, rassurez-vous, l'immigration rapporte 3,8 milliards d'euros par an à la France. Bref, on se demande jusqu'où une telle rédaction peut aller, juste pour faire vendre. Car clairement, une telle une a une motivation sonnante et trébuchante. Nous finissons cette revue des mensonges éliminés avec le bobard par détournement d'image. Car il n'y a pas que les mots qui mentent. Une image utilisée à bon ou mauvais escient peut permettre de faire passer un message. Vous le savez certainement, vous l'avez compris, nos élites médiatiques partagent en règle générale la volonté du gouvernement de dénaturer le mariage. Mais les Français beaucoup moins. En tout cas, vous étiez plus nombreux à manifester le 17 novembre contre le projet de loi que pour ce même projet de loi le mois suivant. Mais qu'à cela ne tienne, Jean-Marc Morandini a décidé d'illustrer sur son blog un article couvrant la manifestation pro-Taubira avec une photo des manifestants opposés à ce projet de loi. Monsieur Morandini nous doit trop lire Le Parisien, qui avait eu droit à un bobard l'année dernière pour avoir utilisé le même moyen de désinformation. Il avait alors utilisé une photo de la manifestation anti-Poutine avec une manifestation pro-Poutine. Mais cette année, l'élève n'a pas dépassé le maître, car les internautes n'ont pas retenu Monsieur Morandini. Voilà, merci beaucoup Mathilde Farcine-Perry.
Mais je crois, Jean-Yves Le Gallou, je pense que vous voulez nous parler d'un journaliste qui s'est très dernièrement illustré, Patrick Cohen, je crois. Oui, alors vous savez, la cérémonie des Bobards d'Or, c'est vraiment terrible pour moi parce que je suis submergé d'appels téléphoniques, de pression, de candidats qui veulent pousser leur dossier, même quand ils l'ont déposé hors limite, d'amis des candidats. Enfin, c'est terrible les pressions qu'il y a pour obtenir les Bobards d'Or. Et là, alors là, nous avons eu un Bobard, un candidat au Bobard tout à fait récent. Ça remonte à la semaine dernière. C'est Patrick Cohen. Alors, on va vous montrer l'image et vous verrez ce que nous serons amenés à vous proposer pour quand même lui complaire un peu, parce que c'est tout de même un brillant journaliste du PAF et donc il faut aussi en tenir compte. Voilà, image. J'anime une émission de service public. Si j'étais sur Fox News, je serais comme vous. Je déciderais que les gens qui regardent Fox News vont entendre un certain son de cloche et je le privilégierais. Mais on a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Si. Il est petit, il revient de vacances, il est en pleine forme, Frédéric. Non, on ne peut... non, on a le droit de penser ce qu'on veut d'abord dans les limites de la loi. Et pardon. Voilà. C'est tout frais. C'est tout frais. Ah, j'ai un peu rapide. L'image est arrivée un peu vite, mais vous avez compris. Je voudrais quand même revenir sur les deux passages absolument clés. Quand la journaliste lui demande « on a le droit de penser ce qu'on veut », il répond « non ». Et il dit après, en se reprenant, on a le droit, la liberté de penser s'inscrit dans les limites de la loi. Ce qui est absolument hallucinant. Parce que qu'on puisse dire ça de la liberté d'expression, ça pose déjà un problème. Mais la liberté de penser, mais franchement... même Hitler et même Staline, ils n'y avaient pas pensé. Eh bien, Cohen, il y a pensé. Alors, ceci étant, suivez quand même bien l'affaire, parce que Cohen, que vous payez avec l'impôt de votre redevance, puisque c'est un agent du service public, c'est probablement lui qu'aura la peau de Tadei, qui est un des rares espaces de semi-liberté du PAF. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Et en tout cas, bravo, bravo à Patrick Cohen pour cette muselière bien méritée. Alors maintenant, nous allons passer à l'examen des sélectionnés. Et donc, nous allons avoir 6 sujets qui ont retenu votre attention, l'attention des internautes et votre attention. Mais avant de regarder et d'examiner ces 6 sujets, je voudrais néanmoins attirer justement votre attention sur le fait que, à force de critiquer nos écotiers, plus personne ne voudra plus devenir journaliste. C'est quand même grave. Évidemment, à l'évocation d'un des plus vieux métiers du monde, je vous entends déjà, chers amis, vitupérer, protester, en un mot, voire rouge, si je puis me permettre. Comment ? Vous n'allez quand même pas plaindre ces menteurs à gages, ces manipulateurs d'opinion, ces suppôts du système qui empêchent leurs adversaires de détailler leur point de vue, soit en les ignorant, soit en les bombardant d'incessantes questions, façon moustique hystérique sur sa proie. Enfin, me direz-vous, Pierre Lourdes, souvenez-vous du regretté François qui dénonça les chiens acharnés sur le malheureux Vérégovois, et les milliers de morts roumains de Timisoara qui, après avoir nourri les gazettes, ressuscitèrent, faute d'avoir succombé. Bien sûr, mesdames et messieurs, mais les journalistes ont quand même des circonstances atténuantes.
que je me propose de vous distiller tout au long de cette soirée où nous parcourrons ensemble le chemin de croix que nos collecteurs de l'écume des jours doivent arpenter avant de mériter une médaille du travail pour service rendu à l'édification de la pure vérité. Pravda, dans la belle langue des soviets, comme vous le savez. Bien, passons maintenant à l'examen des 6 bobards sélectionnés. Le premier, le bobard par noyade de l'information, et c'est Guillaume Lefroy qui va nous le présenter. L'art de noyer l'information. La France, et plus généralement l'Occident, ont été inondés d'articles sur l'affaire Pussyriote. Ce groupe, composé uniquement de femmes, aurait été jeté au goulag suite à une performance artistique dans une église de Moscou. À travers cette affaire, c'est tout le pouvoir du président Poutine qui est montré du doigt. Alors, si on analyse un peu, qu'est-ce que les médias veulent bien nous apprendre au sujet des Pussyriotes? Au travers de la description d'une des filles du groupe, un article du Nouvel Observateur résume assez bien l'image que veulent nous donner l'ensemble des médias français du groupe Pussyriote. Je vous lis le passage. C'était une intellectuelle sympathique et rieuse, un peu bohème, plutôt fauchée, comme on aurait pu en croiser des milliers dans les rues de Paris, Londres ou New York. Sauf que son portable est sous écoute et que sa boîte mail a été forcée par le FSB, qui a succédé au KGB, et que toute la police de Russie est à ses trousses. En bref, les médias nous dressent une image de jeunes filles sympathiques qui affrontent les pires dangers pour défendre la liberté d'expression. Évidemment, ces articles-là ont pour effet d'attirer la sympathie de l'opinion française et de l'Occident en général. Si l'on creuse un peu plus, un des rares médias de l'oligarchie à avoir un peu plus informé sur ce que sont les Pussyriotes est Libération, où il précise le groupe Pussyriote est l'émanation musicale du collectif Voïna. Et il présente à la suite différentes actions du groupe Voïna. On y a par exemple un gigantesque phallus de 60 mètres tagué sur le pont Alexandre III, des incendies de fourgons de police, toujours qualifiés de performance artistique, et également une partouze dans un musée avec une femme enceinte de 8 mois. Déjà, le nombre de Français qui savent que des membres du groupe Pussyriote sont impliqués dans ce genre d'action dite artistique, la cote de popularité des Pussyriotes chuterait réellement. Il manque cependant une action qui n'a pas été détaillée dans Libération, noyée sur leur image de sympathique et rieuse. C'est l'action où une femme s'enfonce une carcasse de poulet dans l'entrejambe. Alors là, carrément, je ne vois aucun média français qui en a parlé. Et effectivement, avoir vos réactions, il faut vraiment avoir un grain au casque pour faire ça, un pet au casque comme on dit. Ainsi, les membres du groupe Pussyriote sont directement impliqués dans des actions qui mêlent la zoonecrophilie. Ces informations sont volontairement cachées, perdues, dans un voile de désinformation qui a été créé. Alors, pour avoir noyé ces infamies sous un océan aux couleurs fleuries néo-68 art, le Nouvel Observateur et particulièrement son patron, Laurent Geoffrin, méritent bien leur bobard d'or pour noyade de l'information. Merci. Merci Guillaume Lefroy. Alors, maintenant il faut en venir aux circonstances pratiques des votes. Donc je vais vous demander, après chacune... Ah oui, bien Laurent Geoffrin. Il est terrible. Bon. Et donc je vais vous demander, justement à la vue de ce portrait particulièrement sympathique et avenant, de bien vouloir donc tout simplement applaudir. Alors en fonction de votre idée, soit vous pensez que Laurent Geoffrin évidemment mérite absolument ce bobard d'or, et bien vous tapez dans vos mains de toute force, autrement vous êtes plus modeste dans votre frappe. Bien, alors pour Laurent Geoffrin, c'est à vous. Bien.
Alors, il est évident que ce n'est pas le vote définitif, mais c'est une sorte de vote sondage, si vous voulez. Parce que vous savez que les sondages dans la presse, c'est évidemment absolument indispensable. Ça nourrit la presse de tous les jours. Sans le sondage, le journaliste est perdu. Eh bien, nous, on est un petit peu comme ça. Mais comme ça, on a déjà une petite idée de ce que les uns et les autres pensent au fur et à mesure des différents exposés, ce qui nous permet, à la fin, si vous voulez, une fois qu'on sera bien jaugés les uns les autres, de voter encore avec plus de perspicacité. On est vraiment très démocrate ici au Bobard d'Or, comme vous pouvez vous en rendre compte. Deuxième Bobard que l'on va vous présenter, c'est le Bobard professoral qui va vous être présenté par Jean-Yves Le Gallou et qui concerne directement Philippe Manière. La démonstration va tout de suite apparaître, je ne vais rien avoir à faire. On fait comme si cette question avait de l'importance, mais en fait, nos flux migratoires en France sont extrêmement ténus. On a les flux migratoires les plus ténus de tous les grands pays. Il n'y a pas de grands pays comparables aux nôtres, ni même de petits pays comparables aux nôtres, type OCDE, où il y ait aussi peu d'immigration que la France. On est un pays incroyablement fermé. Mais aujourd'hui, le tout petit flux d'immigration qu'on a est vraiment, je vous assure, très peu significatif. Et il n'est pas tellement susceptible d'avoir un impact ni économique ni démographique. Bon, alors, juste un mot. Les estimations les plus minimalistes d'entrée à partir des chiffres officiels, à condition de les regarder de près, puisqu'il y a évidemment de la manipulation, les estimations les plus minimalistes, c'est entre 160 000 et 200 000 étrangers supplémentaires par an. C'est ce que M. Manière appelle une entrée extrêmement tenue. Voilà. Je vois que M. Manière est dans la course. Oui, là, Il est dans la course. Bien, mais avant de continuer avec le troisième Bobard d'Or, permettez-moi de continuer ma plaidoirie pour nos amis journalistes. Revenons quelques instants à nos rouletabille et à leur parcours du combattant de la vraie vérité, comme aurait pu dire George Orwell. Au commencement, il y a l'école de journalisme, car de nos jours, il ne suffit pas d'avoir fait Sciences Po ou un doctorat en sciences humaines ou je ne sais quoi, et encore moins d'avoir appris tout simplement le métier sur le terrain, comme le faisaient les anciens. Pour être apte à tenir un micro ou taper sur un clavier, il faut apprendre quel message il est bon d'imprimer dans les têtes pour leur salut, bien entendu. Aussi, il leur est demandé d'adhérer au bréviaire journalistique qui se résume aux innombrables droits de l'homme qui ne seront bien sûr opposables qu'aux adversaires, à l'antiracisme, aux lois mémorielles dictant ce qu'il faut penser, à l'éloge de l'Europe libérale et du mondialisme, à la condamnation de l'Occident, passé, présent et à venir, sans oublier la stigmatisation de la chrétienté, source de tous les maux. Le tableau n'est pas complet, mais l'apprenti aura 2 ans pour programmer ses neurones afin d'éviter de ruiner une prometteuse carrière. Il faudra aussi qu'il sache comment insinuer le fiel dans un article apparemment objectif, l'objectif se résumant à dégommer les ennemis du progrès. Mais c'est pas tout, la suite au prochain numéro. Troisième bobard, le bobard d'état civil, et c'est Benjamin qui va nous le narrer. Alors là, c'est un grand classique, pardon, je n'ai pas de micro-cravate, un grand classique dont nous vous livrons la recette en exclusivité. Prenez une personne soupçonnée de crime. Dissimulez son vrai prénom au nom de la présomption d'innocence. Choisissez avec soin un faux prénom, sans rien laisser au hasard. Laissez cuire quelques jours à la une d'un journal. Ça y est, vous avez un bobard. Alors, en juin dernier, le Tchétchène Souleymane tue un petit breton. Abracadabra, sous la plume du monde, le tueur devient Vladimir. Un prénom choisi au hasard, bien évidemment. C'est un prénom qui sonne russe, qui sonne Poutine, un prénom qui ne sonne en aucun cas musulman. Puis en novembre, le Parisien prend le relais. Une jeune fille en pousse une autre sous le RER.
Le quotidien nous donne le vrai prénom de la victime et jusqu'à la couleur de ses cheveux. Scoop, elle est blonde. De celle qui l'a agressée, on évoque vaguement son parcours chaotique, mais on prend soin de lui trouver un prénom d'emprunt. Au hasard, je vous laisse deviner, Marine. Un prénom pas connoté pour dessous, n'est-ce pas ? Donc c'est vraiment difficile de présumer innocents les journalistes auteurs de tels bobards. Et Serge Leluyet est vraiment un très bon candidat que je vous invite à encourager. C'est très bon. Bien, et bien, pendant que vous êtes chaud, cher Benjamin, continuez un petit peu avec le bobard calculette. Nous avons vu cette foule immense qui remplissait le Champ de Mars le 13 janvier dernier. Vous y étiez tous sûrement. Mais le 13 janvier, il n'y avait que 340 000 personnes selon la police. Les médias reprennent en chœur. Pour une fois, ils n'aiment pas parler de millions. Pour la manifestation pro-loi Taubira du 27 janvier, il y a aussi un décalage de chiffres, mais dans l'autre sens. Libération publie le même soir un article dénonçant, je cite, « les méthodes artisanales de comptage par la police ». Le doute s'installe dès que cela concerne une manifestation favorable au prétendu mariage pour tous. Et le même décalage avait été constaté quelques mois avant pour les manifestations des 17 novembre, anti-loi Taubira, et 16 décembre, pro-loi Taubira. Donc nous avions une mobilisation importante, je cite Le Monde, pour le 16 décembre, alors pourtant les photos publiées par le Salon Belge et Nouvelles de France ne vont vraiment pas dans le sens de cet emballement, bien au contraire. Au milieu de la photo, vous avez la taille de la place de la Bastille comparée au Champ de Mars, et d'après les photos, c'était à peine un quart ou un tiers de la place de la Bastille qui était remplie. Et il y a aussi les images et les entretiens soigneusement sélectionnés par les médias pour illustrer la manifestation contre la dénaturation du mariage. Évidemment, on choisit les participants avec des coupes de cheveux très militaires, des religieuses en habits, etc. Tout ce qu'il faut pour effrayer les bobos. Et puis enfin, on a appris que 30 000 manifestants à Moscou réussiraient, selon Rue 89, à faire souffler un vent de printemps arabe sur Vladimir Poutine. Alors on peut peut-être conclure qu'un ouragan se prépare en France pour le printemps, mais il ne sera sûrement pas arabe. Donc, on a un vrai petit problème de calculatrice, de calculette pour Nicolas Demorand, qui est l'auteur de ce beau bobard de la propagande, que je vous invite à encourager une nouvelle fois. Bien, avant de continuer avec le 5e bobard, permettez-moi d'essayer de défendre quand même cette caste journalistique en voyant où en est notre élève propagateur de l'esprit moderne dans son long parcours initiatique. Une fois son diplôme en poche, notre jeune journaliste stagiaire devra trier les dépêches d'agences de presse, sorte de grossistes en information, sans qui nos médias seraient bien en peine de copie. S'il a de la chance, il pourra paraphraser, habiller, accommoder de cette matière brute, à l'aune de la ligne éditoriale de son canard, ligne qu'il est impératif de ne pas franchir, même quand l'honnêteté intellectuelle l'exigerait. Ensuite, notre futur grand reporter prendra son envol et sera missionné à l'arbre de Noël de la maison de retraite du chef-lieu de canton. Ne rêvez pas, ce n'est pas en Chine. Il assistera au conseil municipal de Merlieu-en-Retourne, par exemple, où il devra rendre compte fidèlement de l'édification des pissotières tant attendues ou si redoutées. Clochemerle n'est jamais très loin. Vous voyez que le métier de journaliste, quand même, c'est un dur métier. Après quelques années probatoires, il rejoindra enfin la presse nationale. Et là, il fera le pied de grue devant le ministère ou, s'il a de la chance, devant l'Élysée, afin de saisir 10 mots lancés par un haut personnage perché sur les perrons du pouvoir ou s'engouffrant précipitamment dans une prestigieuse limousine. Le lendemain, il recueillera pendant des heures les propos du héros d'un jour ou d'un politique sur le retour. Il en fera un article de plusieurs feuillets dont il sera très fier pour enfin entendre de la bouche de son secrétaire de rédaction « Dis donc, Coco, tu te prends pour Albert Londres de nous pisser 4000 signes sur un sujet pareil? Allez, fais Mandiline, ça sera bien payé. »
C'est pas facile d'être journaliste. 5e bobard, le bobard par immigrophilie. Et c'est Guillaume qui nous le présente. Alors, on va commencer par une déclaration de Bourdin qu'il a réalisée. On écoute. Est-ce que vous savez qu'en 1931, les étrangers représentaient 6,6% de la population française contre 5,8% en 2007. Il y avait en 1931 2 fois plus d'Italiens qu'il n'y avait d'Algériens en 2007. C'est incroyable ça. En 2007, il y a eu plus d'immigrés en provenance des États-Unis que de Côte d'Ivoire. Je regardais tous ces chiffres et je suis assez étonné de voir des chiffres qui sont qui nous ramènent à des réalités. Hein. Bon. Les bobards d'immigration. Là aussi, des propos remplis de bobards. Donc même s'il est vrai qu'en 1931, les immigrés représentaient 6,6% de la population française, comme l'a déclaré M. Bourdin, c'est bien là l'unique vérité qui était contenue dans ces propos. Car actuellement, selon l'INSEE, les immigrés représentent 8,4% de la population et pas 5,8%. Déjà, M. Bourdin a un petit problème avec les pourcentages. Mais ce n'est pas tout. En 1931, les Italiens composaient l'origine, certes, la plus importante des immigrés, avec 808 000 individus. En 2008, toujours selon l'INSEE, ce sont les Algériens qui occupent la première place du podium, avec un peu plus de 713 000 personnes. Sauf que 808 000 divisé par 2 ou 713 fois 2, les deux chiffres ne s'accordent pas. Donc il n'y avait certainement pas 2 fois plus d'immigrés italiens en 1931 que d'Algériens actuellement. Apparemment, M. Bourdin est mauvais élève et essaye de nous faire avaler les pilules de l'immigration de manière peu orthodoxe. Mais il enchaîne dans le bobard, il continue avec un bobard, on va dire, de mauvaise foi, en mettant en rapport le nombre de migrants venant des États-Unis d'Amérique avec celui d'un, combien immense pays, la Côte d'Ivoire. Soit comparer, grosso modo, un continent avec un pays. Il aurait pu, par exemple, prendre comme comparaison les migrants du Texas avec ceux de l'Afrique tout entière. Mais non. Alors, pour toutes ces petites bassesses arithmétiques, poussées par une immigrophilie pathologique, M. Bourdin mérite bien son bobard d'or. Et enfin, dernier candidat, le bobard total par Jean-Yves Le Gallou. Là, c'est pareil, je ne vais rien avoir à faire. Voilà. Alors, vous allez voir, dans le bobard total, dans l'affaire Meyrat, dont on commémore en quelque sorte l'anniversaire, avec de nouveaux bobards d'ailleurs, mais enfin bon, on traite de ceux de l'année dernière. Il y a 2 phases dans l'affaire Meyrat. Il y a avant, après. Avant, quand les crimes sont commis contre les soldats à Montauban, contre l'école juive à Toulouse, quand les crimes sont commis, mais qu'on ne connaît pas l'auteur. Et puis, il y a la deuxième phase, quand on connaît l'auteur. Alors, première phase, on ne connaît pas l'auteur. Regardez, je n'ai pas besoin de beaucoup commenter. Oui. Enchaînez la suivante. Voilà. Il n'a laissé ni empreinte ni ADN. Il pourrait ne pas avoir de comparse. L'enquête s'annonce compliquée, à moins que dans sa soif de toute puissance, ce meurtrier en série, qu'il soit déséquilibré ou imprégné d'une idéologie raciste, ne commette une erreur. Un premier signalement du criminel le plus recherché de France. Un homme de taille moyenne, blanc, aux yeux bleus. Autre impasse dans l'enquête, autour de ses motivations. Aucune revendication de type terroriste classique n'est parvenue aux enquêteurs. 3 militaires exclus en 2008 du régiment de Montauban pour provocation nazie auraient été mis hors de cause, mais la piste d'un extrémiste de droite reste privilégiée. On a plus l'impression que c'est un individu isolé qui a des ressentiments antisémites,
contre les Arabes, contre les Maghrébins, peut-être contre la France aussi. C'est aussi le même scooter volé qui a servi dans les 3 fusillades. Un modèle de puissante cylindrée, un T-Max 500 cm3. Quant à la silhouette du tueur, les témoins rapportent avoir vu un homme de taille moyenne, type européen, vêtu de sombre. À Montauban, son casque et son scooter étaient de couleur noire. Le portrait du tueur se précise? J'ai pu discuter avec un des enfants qui avait croisé le tueur. Il a croisé le regard du tueur. Des yeux bleus, semble-t-il, sur un visage blanc. C'est en tout cas ce qu'il a confié aux enquêteurs. Des enquêteurs qui, dans les prochains jours, vont analyser tous ces témoins directs, ainsi qu'ils vont analyser les 5 caméras de vidéosurveillance qui n'ont rien raté de cette scène barbare. Il faut savoir que ce soir, les enquêteurs privilégient, s'intéressent en tout cas à 2 pistes. 2 pistes, la piste islamiste d'une part, la piste de l'ultra-droite d'autre part. Alors, je voudrais quand même... Je voudrais... Voilà. Je voudrais quand même vous demander de penser à tout le respect que nous devons aux journalistes français. Nous avons, je n'hésite pas, je pèse les mots, nous avons les meilleurs journalistes du monde. Il y a un tueur avec un casque intégral, avec une visière. Eh bien, les journalistes français, ils savent qu'il est européen, ils savent qu'il est blond, ils savent qu'il a les yeux bleus. Ce sont les meilleurs du monde. Alors, maintenant, deuxième phase, on découvre Mera, la police loge Mera et neutralise Mera. Voilà, le drame de Toulouse ne peut pas être politisé. Les Inrocks. Mohamed Mera, portrait d'un tueur, un jeune homme de 23 ans aimant le foot, les scooters, les sorties en boîte, Midi-Pyrénées. Mera, les Inrocks toujours, est un enfant du mariage malheureux entre la France et l'Algérie. Et voilà le journaliste du Nouvel Observateur. Je vous laisse lire. Alors, simplement, encore 2 mots sur la description de Mera et du portrait à l'eau de Jasmin auquel il a eu droit dans les médias de l'oligarchie. Je lis là quelques extraits. Un garçon calme et gentil pour RTL. Pour RTL, Europe 1, l'Express, Le Point, le JDD, le Télégramme de Brest, la Dépêche du Midi, Libération, Le Monde, Le Figaro. C'est-à-dire cette phrase-là, vous la retrouvez dans tous ces journaux. Copier-coller de l'AFP, vraisemblablement. Pour Le Figaro, c'est un jeune carrossier, passionné de moto et de football, comme la plupart des jeunes de sa cité. Jugé calme, gentil et respectueux par un de ses proches. Il a une réputation de bon travailleur. C'est dans Le Figaro, hein. Bon. Pour Le Monde, je cite, « Ce gamin des cités toulousaines a une beauté assez fascinante, un visage d'ange. » Alors, pourquoi avons-nous parlé de bobard total? Parce que tous les médias ont participé à la manipulation. Ils ont participé à la manipulation avant qu'on connaisse l'assassin, et il y a précisément 1 an, plus exactement le 20 mars, à cette même salle, alors qu'on ne connaissait pas encore l'assassin, j'avais mis en garde contre les manipulations auxquelles on assistait et auxquelles tous les médias participaient. Comment peut-on dire de quelqu'un dont on ne connaît pas le visage, qui a le visage recouvert d'un casque intégral, qu'il est blanc, qu'il a les yeux bleus et qu'il est blond? De qui se moque-t-on? Et tous les médias l'ont fait.
tous les grands médias, vous avez vu, audiovisuel, France 2, TF1, M6, etc. Et puis alors après, on découvre qui c'est-à-dire un terroriste islamiste d'origine algérienne. C'est ça la vérité. Et alors là, on le présente comme un Français de Toulouse, un gentil garçon, etc. Et là encore, tous les médias sont coupables. Alors je dois dire que le jury a été un petit peu interloqué par cela. Il a vu que la majorité des votants se prononçait pour ce bobard, mais il s'est dit à qui le remettre. Bravo Éloi, bravo. À qui le remettre? Et le jury de Polémia a délibéré et il a décidé, c'est donc un prix spécial, hein, il a décidé de remettre un prix spécial à l'ensemble de la presse, à l'ensemble des médias. Il a décidé de remettre à l'ensemble des médias un mouton d'or. Bravo. Ah, bah je vois le berger vient le chercher. Le berger vient le chercher, voilà. Merci, merci. Voilà, gardez-le bien, il sera très docile, vous savez. Merci. Voilà, eh bien, un mouton d'or de plus, effectivement, pour notre berger, qui apparemment a toujours le moral, comme quoi il y a des gens qui sont bien dans leur tête. Mais revenons à nos moutons, pardon, revenons à nos journalistes. Après encore des années de révérence et de conformisme, il sera titulaire d'une rubrique, puis qui sait rédacteur en chef adjoint, et peut-être même un jour rédacteur en chef, enfin un des rédacteurs en chef, parce que vous avez remarqué que dans les journaux, maintenant, il y a une ribambelle de rédacteurs en chef. Souvent d'ailleurs des titres ronflants, tout ça, qui ne le mettent pas à l'abri des influences politiques ou économiques pesant sur l'existence de son média et donc de son emploi. Et quand il rencontrera ses copains de fac, des financiers, des fonctionnaires, des commerçants ou des industriels, il réalisera que son métier ressemble au miroir aux alouettes qui reflète le soleil pour attirer les volatiles. Ça, c'était facile. Elle a ses mièges. Il réalisera donc que son métier ressemble au miroir aux alouettes qui reflètent le soleil pour attirer les volatiles sous les plombs des chasseurs repus. Alors, n'ont-ils pas le droit, mesdames et messieurs, ces journalistes, nos journalistes, d'être envieux, agressifs, de mauvaise foi, approximatifs, conformes ou désabusés, nos amis de la presse? Et pour les plus méritants, il est donc de haute justice de leur attribuer maintenant des bobards d'or, d'argent et de bronze. Et nous allons donc revoter pour les 5 qui restent en lice. Donc, on va voter par applaudimètre, si je puis dire. Et donc, on va commencer par le premier qui vous a été exposé, c'est-à-dire le bobard par noyade de l'information, qui met en cause Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin qui nous avait dit quoi? Qui est-ce qu'il y avait? C'est Guillaume? C'était les pucériotes. C'était les pucériotes. Voilà, vous vous souvenez donc de l'exposé sur les pucériotes. Donc c'est Laurent Geoffrin qui est le responsable de ce magnifique bobard. Eh bien, on vous écoute. Qu'en pensez-vous? Bien, merci beaucoup. Il faut que le jury se concentre, là. Le jury ne participe pas là au vote, il se concentre, voilà, effectivement. Voilà. Tout à fait. Bon. Est-ce que vous avez... garant de la neutralité. Vous avez compris que l'applaudimètre que nous avons ce soir est un applaudimètre humain. Ce qui est évidemment très gratifiant, mais c'est pas facile. Hein. Mais c'est le meilleur, parce que vous savez que le meilleur éthylomètre pour contrôler l'alcool, c'est le nez. Bien, deuxième cas qui vous est soumis ce soir, donc le bobard professoral. Le bobard professoral qui met en cause Philippe Manière. Et donc, Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce que c'était que le bobard professoral?
l'immigration est très tête nue. Voilà, vous vous souvenez. Bien. Donc le bobard professoral pour Philippe Manière, à vous. Ah oui, elle a un truc, oui, elle a un truc. N'en jetez plus, la cour est pleine, comme disaient les chanteurs des chanteurs de rue. Bien, troisième bobard, le bobard d'état civil, vous vous souvenez, on remplace un nom de consonance d'Afrique du Nord ou d'ailleurs par un nom bien de chez nous qui nous rappelle certaines personnes politiques, etc. Et c'est le bobard d'état civil qui met en cause Serge Leluyer. Qu'en pensez-vous ? Quatrième bobard, le bobard calculette. Pour ça, vous vous souvenez, c'est toute cette manipulation autour du nombre de manifestants pour ou contre le mariage gay, le mariage homosexuel. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Donc, le bobard calculette, qu'en pensez-vous ? Ça va être difficile de départager certains sujets. Et enfin, le bobard par immigrophilie, c'est un beau mot, je ne sais pas qui est-ce qui l'a trouvé, mais c'est un beau mot. Qu'est-ce que c'était le bobard par immigrophilie ? Il y avait 2 fois plus d'immigrés italiens en 1931 que d'immigrés algériens aujourd'hui. C'était pas mal non plus. Bon, on va faire au carton maintenant. Pour le bobardeur. Pour le bobardeur, on fait. On le sait tout de suite. Si vous voulez. Bon, je pense que pour le bobardeur, on va confirmer la bonne tenue concernant le bobard de... qui est-ce qui nous est arrivé en tête ? C'était Manière, le bobard professoral. Donc, à l'applaudimètre, c'est évident que celui-ci arrive largement en tête. On va quand même le confirmer par les petits bulletins rouges qui sont à votre disposition. Donc, ceux qui veulent attribuer le bobardor à Philippe Manière lèvent leur bulletin. Ah oui, on se croirait en Chine. Ah ouais, bravo, bravo, bravo. Bah écoutez, je crois que Jean-Yves Le Gallou, bravo. Il est évident que le bobardor revient ce soir à Philippe Manière. C'était un bobard assez pur. Oui, direct. Bien, alors maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué pour départager les autres sujets. Alors, on va vous demander de voter là aussi avec les petits cartons. Alors, le premier sujet, le bobard par noyade de l'information, c'est-à-dire le sujet concernant les pucériotes. Oh, il est exclu. On l'exclut ? Oh, oui, je pense, oui. Bon, alors... Ah non, vous voulez qu'on vote ? Allez, madame veut qu'on vote. Bon. Hein, on peut pas... Bon. Alors, pour les pucériotes... Oui, c'est... Bon... Très bien. Une vingtaine de voix. Une vingtaine de voix. Bien. Ensuite, le bobard d'état civil, c'est-à-dire, vous vous souvenez, le remplacement d'un nom par un autre. Ah, intéressant. Intéressant. On n'est pas loin des 80. Le bobard calculette. Le bobard par calculette. Ouais. On est moins bon que l'état civil. Et enfin, le bobard par immigrophilie. Oh oui, mais on va pas faire que
Ah, il est pas mal non plus. Hein. C'est limite entre les La calculette est tombée. Bon, je crois, Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a deux bobards qui concourent pour l'argent et le bronze. C'est celui par immigrophilie et l'autre qui nous a bien... et l'état civil. Hein, c'est les deux qui, effectivement, doivent être départagés. Ça serait peut-être bien, de donner l'état civil, de donner l'argent à l'état civil pour que ça soit pas exactement pareil que l'or comme thème. Oui, effectivement. Ah oui, j'influence l'électorat, absolument. Oui, oui mais j'assume. Bien, alors on va vous demander de revoter. Il y a des moments où j'aurais aimé l'influencer davantage. Alors on va vous demander de revoter, hein, en toute liberté. Mais essayez quand même d'être sympa avec Jean-Yves Le Gallou. C'est quand même lui qui vous fait rigoler dans cette soirée, qui vous invite, qui va d'ailleurs vous offrir une coupe de champagne. Oh, c'est la fondation Polémia. Non, mais tout ça, ça se paye. Hein, bon. Alors, reprenons par le bulletin rouge. Qui vote pour le bobard d'état civil? Ah ben voilà. Eh ben c'est bon. Et qui vote pour l'autre bobard, c'est-à-dire immigrophilie? Il y en a deux, il y a la calculette aussi. Bon ben voilà, c'est bien aussi, mais c'est le bronze. Bien. Donc, bobard d'argent, après un vote légèrement rectifié, et grâce à votre intelligence, si. Donc, le bobard d'état civil, qui met en exergue, en vedette, Serge Leluyer, de la presse régionale. Régionale, oui, c'est bien de promouvoir aussi les journalistes méritants de la presse régionale, comme ce journaliste de Ouest France, et Jacques Bompard me dit qu'il y a beaucoup de journalistes méritants dans la presse régionale. Il est sûrement bien placé pour les apprécier en Provence, effectivement. Et donc, qu'on récompense un journaliste de la presse régionale, qui est tout de même, en plus, correspondant du Monde, donc qui peut donner une envergure nationale à ces bobards. Voilà. Donc, c'est bien il faut encourager les gens méritants. Exactement. Et maintenant, alors, pour le bobard de bronze, modeste mais néanmoins présent, Jean-Jacques Bourdin avec le bobard par immigrophilie. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a vraiment un très beau podium, très beau podium ce soir. Et évidemment, aucun des trois primés ce soir n'est présent dans la salle, à moins que tout d'un coup ils aient eu un courage extraordinaire. Non. Bon. Ça me rassure. Et donc, on va demander, est-ce qu'il y aurait un groom, un porteur, Ah, bah tenez. Ah, bah bravo. Voilà. Eh bien, écoutez, comme ça, au moins... Voilà, et félicitez-les bien, hein, ils le méritent. Oui. Et n'hésitez pas à les chasser sur leur territoire, dans les grands restaurants, etc. Hein. Jean-Yves Le Gallou, je crois qu'il est temps de conclure cette édition, cette 4e édition, et peut-être de nous parler de la 5e. Oui. Jean, oui, parce que je fais attention à ce que je dis en permanence. Et donc, Jean, je vous salue. Je vous remercie d'être venu et d'avoir participé à cette 4e cérémonie des bobards d'or. Belle tête sympathique. Hein. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, sur le site des bobards d'or et sur le site polémia.com dès demain matin. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 5e cérémonie des bobards d'or. Sachant que d'ici la 5e cérémonie des bobards d'or, nous espérons que dans différentes provinces, dans différentes régions,
il y aura des bobards d'or régionaux, ce qui sera une manière de faire monter, de promouvoir les journalistes les plus méritants. Vous savez qu'il y a quelques années, Chloé Leprince, qui était journaliste à Rue 89, a obtenu un cafard d'or pour avoir dénoncé de manière tout à fait méritante un innocent. Et ça l'a beaucoup servi dans sa carrière, puisqu'elle a obtenu la responsabilité d'une émission sur France Inter ou France Info pendant la campagne présidentielle. Donc, nous allons organiser des bobards d'or régionaux, ou plus exactement, un certain nombre d'amis dans les régions vont organiser ces bobards régionaux, et ça permettra de promouvoir les journalistes les plus méritants, les plus aptes à mentir de la manière la plus efficace possible. Voilà donc le programme de l'année qui vient, quelques bobards régionaux, et puis bien sûr, en 2014, la 5e cérémonie des bobards d'or. Voilà. Avant de vous libérer, vous savez que nous honorons... non, c'est pas moi qu'il faut la tourner, c'est Paul et Mia, et c'est les donateurs, voyez-vous, là, ceux qui ont voté par papier, beaucoup ont donné aussi un petit chèque, voire un chèque pas petit. Bon, voilà, je regarde quelqu'un en particulier, et c'est ce qui permet de fonctionner. Voilà. Alors, il y aura le champagne, parce que tout de même, les titulaires du bobard le méritent largement. Et donc, après que notre ami Pierre aura conclu et fait son appel au peuple, nous nous retrouverons donc à l'étage. Eh bien, il est temps donc de remercier Jean-Yves Le Gallou, bien sûr, et toute son équipe, notamment les membres du jury. Il nous faut remercier nos hôtesses, Fanny, Ségolène, Irène, Clotilde et Victoire. La sécurité, bon, bien sûr, ils sont moins affriolants que les hôtesses. Roger, Quentin et Sergueï. Ah bah ça dépend, il y en a plein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mon commentaire date. La technique avec Pierre, Guéry, Côme et Romain. Et ainsi que Pierre et Léopold pour le travail de recherche sur les bobards, un travail en amont qui, comme vous l'avez pu le constater, a été fait d'une manière très sérieuse, très précise et très démonstrative. Et je voudrais aussi remercier bien sûr nos dessinateurs. Voilà. Alors on va voir quelques dessins qu'ils ont choisis, les meilleurs de leurs dessins. Allez, vous choisissez ce que vous préférez, ce que vous avez aimé faire pendant cette soirée. Alors Éloi. Bon. Ensuite. Pas mal du tout, Adolphe Mera, bien sûr. Un autre. Allez, dépêchons-nous, un peu en régie. Oh. Ah, voilà. Eh oui, bien sûr. Les apparences sont trompeuses. Encore un autre. Et voilà, et on termine donc par le meilleur de la soirée, Jean-Yves Le Gallou. Et juste un dernier mot, donc comme Jean-Yves vous l'a dit, une coupe de champagne maintenant vous attend au premier étage, mais aussi, juste avant d'arriver au premier étage, une sorte de récipient assez large, assez vaste, dans lequel vous allez pouvoir jeter des poignées de billets pour soutenir la Fondation Paul et Mia et les Bobards d'Or.
À votre bon cœur. On viendra après, on laisse les trucs là, je pense que c'est le plus simple. Bon, ben. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus